Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. On parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny qui est à mes côtés, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. En matière d'emploi, faites-vous confiance à Emmanuel Macron? Ça c'est la question que l'on vous pose ce soir. Vous votez sur les réseaux sociaux au rang des promesses de campagne. Eh bien, l'objectif du plein emploi à l'horizon 2027. Le plein emploi, soit le niveau de chômage incompressible qui est estimé autour de 5% de chômeurs en France. Et pour atteindre ce taux, a expliqué Emmanuel Macron, c'était le 17 mars dernier, il faut améliorer l'efficacité du marché du travail, c'est-à-dire permettre une meilleure rencontre entre les offres et les demandes d'emploi. Le président a proposé également de transformer l'agence Pôle emploi en France Travail, avec pour mission de mieux accompagner les chômeurs. Emmanuel Macron qui veut également pousser les chômeurs à retrouver un emploi plus rapidement, en réformant à nouveau l'assurance chômage. Et puis, les vraies voix de l'emploi reviendront ce soir sur la réforme des retraites. Il va falloir travailler plus longtemps. Très bien. Mais quid des seniors qui peinent à retrouver un emploi? On va en parler avec vous, Jérôme Laverny. En matière d'emploi, faites-vous confiance à Emmanuel Macron? Oui, non? Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Et puis vous nous appelez pour réagir au 0826 300 320, débattre avec nos invités. Sébastien Ley qui est avec nous, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonsoir Sébastien Ley. Bonsoir. Bonsoir à vous. Céline Verzelletti qui est avec nous, dirigeante confédérale CGT. Bonsoir Madame Verzelletti. Bonsoir à vous. Je vous donne la parole dans un instant, juste avant, Jérôme Laverny. Que vous inspire donc cet objectif, déjà objectif plein emploi, dans 5 ans, à la fin du quinquennat 2027? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Oui, tout à fait. Grimé sous le masque d'annonces assez grandiloquentes, à commencer par celle phare du plein emploi. En réalité, malheureusement, à ce stade, des annonces qui sont en lien avec le programme emploi, appelons-le comme cela, ça manque un petit peu d'ambition. D'abord, cet horizon de 5 ans me semble assez peu ambitieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu raccourcir cet horizon à une date beaucoup plus proche, eu égard notamment à un grand absent du discours en lien avec l'emploi, à savoir les emplois non pourvus, les besoins de recrutement dont certaines entreprises se sont fait écho ici sur ce même plateau. Nous sommes dans une situation très grave, je le répète, où des entreprises ne peuvent pas honorer certains marchés, où des entreprises, elles ne le diront pas à un micro, font déjà venir des salariés de l'étranger. Cette situation est véritablement très grave et beaucoup plus grave qu'avant le Covid, puisqu'elle touche l'ensemble des secteurs et je dirais l'ensemble des métiers. Il n'en est pas question. C'est la raison pour laquelle cet horizon de 5 ans du plein emploi me paraît relativement peu ambitieux. D'autres choses encore, il y a eu l'annonce de France Travail et de ce conditionnement du RSA. On va en reparler plus en détail parce qu'il faut apporter à nos auditeurs un décryptage de ce que cela signifie et de ce que cela va signifier dans le temps et dans l'application pratique. Là encore une fois, France Travail, oui, il y a un nouveau terme. Il s'agit de réunir dans un même lieu un certain nombre d'acteurs. Oui, on peut réunir autour d'une table, on peut réunir autour dans un même lieu. Ça ne garantit en rien de l'efficacité, parce qu'il est question d'améliorer l'efficacité déjà en se fondant sur les outils dont on dispose. Il serait précieux de pouvoir, et je vais en donner une démonstration concrète, il serait précieux de pouvoir affiner un petit peu les choses. Bien heureusement quand même, il y a des signaux qui sont hauts en symbole. Sur ce même plateau, à cette même antenne, cela fait des années que nous alertons sur la cause de l'emploi des seniors, qui enfin, et c'est fort en symbole, est mentionné dans le programme du président de la République, mais simplement sous le prisme d'un accompagnement des fins de carrière. Des fins de carrière. Et là, encore une fois, ça me semble très très limité. Et puis, autre chose dont nous avons énormément parlé à cette antenne et sur cette radio, l'orientation. Mais là, encore une fois, les lignes qui sont établies paraissent un peu floues. Là, encore une fois, où avec beaucoup plus de simplicité, de pragmatisme, on aurait pu, on pourrait parvenir, à mon sens,
à des résultats beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans le temps. Donc, il faut décrypter. Ce qui est dit, c'est très important de décrypter parce que, encore une fois, et on l'a dit aussi à cette antenne, l'emploi n'est pas un sujet qui passionne. J'en veux pour preuve les commentaires de nos collègues journalistes qui ont été vite en besogne à interpréter cette histoire de France Travail du conditionnement du RSA. L'emploi ne passionne pas les médias, ne passionne pas les hommes politiques. C'est bien la preuve que nous avons apporté avec les programmes que nous avons essayé de décrypter ces dernières semaines. D'où le caractère très précieux et la réponse qu'il va falloir apporter dans cette émission. Alors, Sébastien Lay, est-ce que c'est possible, comme le suppose Jérôme Laverny, d'accéder au plein emploi d'ici bien avant, d'ici 2-3 ans? Je rappelle que le chômage, il faut le dire, a diminué. Après qu'on soit d'accord ou pas sur les différentes catégories, on va y revenir. Si on compte aussi les jobs qui ont du mal à trouver preneur, est-ce que c'est possible, Sébastien, est-ce que c'est envisageable, réalisable d'arriver au plein emploi d'ici 3 ans, disons, par exemple? Alors l'emploi ne passionne pas les Français, avons-nous dit, l'économie non plus. Alors peut-être commençons par rappeler ce qu'est le plein emploi. Le plein emploi, c'est un taux de chômage plancher en deçà duquel on n'arrive pas à aller, même avec de nouvelles créations d'emplois, parce qu'il y avait toujours des frictions liées aux gens qui sont inemployables ou à la formation, à ce genre d'éléments. C'est aussi, quand on raisonne dans le contexte actuel, si on essaie de définir un peu le taux de chômage parfait, c'est censé être aussi un taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Quand vous avez une économie en surchauffe, en général, le prix à payer, c'est l'inflation. Et vous voyez bien le sujet ces jours-ci. Alors, Emmanuel Macron, il ne prend pas trop de risques en affichant cet objectif de plein emploi à la française, je dirais entre 5 et 6%, ce qui pourrait paraître élevé dans d'autres pays, par exemple anglo-saxons, parce qu'en réalité, il a 3 mécaniques inéluctables qui peuvent l'amener là sans trop d'efforts ou de politique particulière. La première, c'est ce qui a assez bien marché depuis plusieurs années malheureusement en France, c'est effectivement la circulation entre les catégories de chômeurs et notamment l'effort qu'on a fait en termes d'apprentissage et de formation. 9 emplois sur 10 nouveaux depuis le début de la pandémie, par exemple, c'est pas du chômage partiel comme on le croit. Le chômage partiel a permis de sauver des emplois, mais les nouveaux emplois, c'est souvent de l'apprentissage, des jeunes qu'on a mis en apprentissage. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le phénomène de l'entrepreneuriat et de l'auto-entrepreneuriat. On peut le voir de manière très positive, bien évidemment, puisque l'entrepreneuriat, l'envie de créer des entreprises, c'est créé en France. Mais aussi, on sait aussi qu'on a une forme malheureusement de lumpen prolétariat d'auto-entrepreneurs qui gagnent très mal leur vie, mais qui du coup sortent des statistiques. Enfin, dernier point, encore plus inéluctable, c'est la mécanique de la démographie. Avec la génération des boomers qui part en retraite et une fécondité qui n'est pas si élevée que ça derrière, c'est finalement de plus en plus facile d'abaisser le taux de chômage et de se rapprocher du plein emploi. Alors, malgré tout, même en prenant en compte ces 3 éléments-là qui, vous voyez, pour le français moyen, paraissent un peu factices, malgré tout, pour arriver au plein emploi en 5 ans avec ces éléments-là, il faut une croissance moyenne de 1,5%. Ça paraît faible. Je rappellerai que c'était au-delà pendant les premières années, les dernières années de François Hollande et les premières années du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais en moyenne, sur tout le quinquennat Macron, et bien sûr l'épisode du Covid, la croissance, elle était en moyenne de 1,2% par an. Donc on n'a pas de garantie. On voit très bien qu'il y a déjà des risques de ralentissement peut-être pour l'an prochain. On n'a pas de garantie de faire 1,5% par an. Comment aller plus vite vers le plein emploi? Il faudrait une trajectoire de croissance immédiate pour les 3 prochaines années au-delà de 2%. Ça sera un impact fondamental sur le chômage. Et puis une politique de l'offre et de la formation encore plus adéquate, qui ne soit pas uniquement axée sur le fait de sortir des gens de la statistique du chômage ou mettre des gens en formation, mais de coller au plus près des besoins de certaines entreprises qui, effectivement, dans le contexte actuel de reprise post-Covid, ne trouvent pas toujours les postes qui sont proposés sur le marché. Donc c'est pas gagné. Le plein emploi, c'est pas gagné d'ici 5 ans. Tiens, j'aimerais entendre Céline Verzelletti, Sébastien Lay expliquer que le plein emploi, déjà, en tout cas, dans 5 ans, c'est possible, mais pas avant. Mais il a parlé aussi des catégories. 9 emplois sur 10 créés, ce sont des emplois en apprentissage. On a l'impression que s'il y a un plein emploi, Céline Verzelletti, ce sera avec, c'est un peu une partie de cache-cache. C'est-à-dire, on cache certains chômeurs qui ont ouvert une micro-entreprise, on cache des emplois créés parce qu'en fait, ce sont des apprentis. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, vous, Céline Verzelletti ?
Après, moi, j'ai le sentiment qu'on veut essayer d'arriver à du plein emploi sans rien changer à la politique actuelle, en tout cas la politique économique actuelle. Et je pense qu'on pourrait, à mon avis, arriver au plein emploi, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça demanderait une autre politique économique et sociale. Et ça, on voit bien que Emmanuel Macron n'envisage pas justement de mener une politique en rupture avec celle qu'il a pu mener depuis 7 ans et qui sont menées depuis des décennies. Je dis une chose. Juste de quelle politique, Céline Verzis, de quelle politique parlez-vous? Eh bien, par exemple, sur le temps de travail. Le temps de travail, nous, ce qu'on dit, alors je sais, il y en a qui vont dire, oh non, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Mais nous, on dit que si on réduit le temps de travail à nouveau, c'est-à-dire qu'on passe de 35 heures à 32 heures, ça permettrait de libérer justement de l'emploi et ça permettrait à toutes et à tous de travailler. Déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, de revaloriser aussi les salaires, par exemple. Ça permet aussi de relancer la consommation et ça permet donc de remplir les cahiers de commandes des différentes entreprises. Et donc, ça peut créer aussi de l'emploi. Développer les services publics, et ça, ça répond aussi à des besoins. On l'a vu quand même pendant la pandémie. Par exemple, à la santé, me semble-t-il que c'est très clair. Il manque énormément de personnel, mais pas que, à l'éducation nationale. Enfin, à plein de services publics, il faut renforcer les effectifs justement. Et bien là, c'est pareil, ça crée de l'emploi. Donc il y a possibilité aujourd'hui de créer de l'emploi et je ne parle même pas des relocalisations, de la réindustrialisation. Et là, c'est pareil, on a pu voir aussi les effets des différentes politiques d'austérité, notamment pendant la pandémie, où on a vu qu'on ne produisait, il y avait des produits qu'on ne fabrique plus en France. Oui. On se retrouve en pénurie, on l'a vu ces 2 dernières années, et en grande difficulté parce que finalement, il y a plein de choses qu'on ne produit plus alors qu'on pourrait produire. Et là, ça crée de la main-d'œuvre. Et je pense qu'on est suffisamment riche pour créer cette main-d'œuvre-là aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur la durée sur le temps de travail. Jérôme Lavernier, juste après, j'aimerais entendre Sébastien Lay sur donc cette réduction du temps de travail, de passer 35 heures à 32 heures, parce que c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Est-ce que réduire le temps de travail permettrait donc, puisque c'est ça le principe, de créer de nouveaux emplois, de partager des emplois? Alors, c'est encore une fois le spectre, en tout cas l'illusion que le marché du travail constituerait un gâteau et que ce gâteau a raison d'être plus partagé. Mais encore une fois, j'insiste, Sébastien Lay a prononcé un mot capital. Création d'emplois, et de la même manière que Madame Verzelletti, création d'emplois. En fait, tout est fait comme si le plein emploi reposait exclusivement sur la perspective qu'il y ait, et c'est vrai en partie, de la création d'emplois. Sauf qu'aujourd'hui, le marché du travail ne répond pas aux actuelles créations d'emplois. Les emplois sont là en ce moment. Encore une fois, je le dis, je le redis, nous sommes dans une situation très grave, et d'autant plus grave que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas le dire dans les médias. Elles ne peuvent pas confesser qu'elles ne sont pas dans la capacité d'honorer les marchés. Mais interroger de la plus petite TPE au grand groupe international, dans le privé et dans le socle fermé du bureau d'un DRH, et vous allez voir que vous allez avoir cette confirmation-là. Et Madame Verzelletti a dit oui, il y a rien de très nouveau, et c'est vrai, véritablement. France Travail, nom de baptême, on remet tous les gens dans une même place, mais c'est déjà fait dans certains endroits. Il y a certains maires ont pris l'initiative de réunir les missions locales à Pôle emploi, etc. Mais c'est pas ça qui garantit l'efficacité. Ce qui est beaucoup plus grave, je vais le montrer à nos auditeurs tout de suite. Voilà, le Pôle emploi, aujourd'hui, Île-de-France, 180 000 offres. 180 000 offres. Si je décoche inclure nos offres partenaires, je tombe à 30 000 offres, soit 6 fois moins. Alors, je ne veux pas me faire que des amis, mais tant pis, puisqu'il est question de réformer le Pôle emploi. Il ne s'agit pas de le délocaliser, de le mettre dans un bel immeuble. On va perdre du temps, il va y avoir des appels d'offres, Non, c'est pas ça. Là, 6 fois moins d'offres, ça, le message, il est clair et net. Le Pôle emploi a perdu la main sur une très grande partie des offres d'emploi des entreprises. C'est clair, c'est net. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quand on veut trouver un emploi, pour ceux qui ont les outils évidemment, ils trouvent plus vite Sébastien Lay sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, ou encore même par le bouche à oreille, évidemment. Et puis il y a d'autres sites internet où on peut trouver un emploi. C'est vrai que Pôle emploi, Sébastien Lay, on a l'impression que... Juste pour finir, avant de donner la parole à Sébastien Lay, rappelons que la Marine nationale, il y a 2 ans, a confié à un opérateur privé le recrutement de ses soldats du rang. C'est gravissime. Sébastien Lay, juste après, j'aimerais donner la parole à Dominique qui nous appelle de Bordeaux, 0826 300 300. Sébastien Lay.
Alors, au sujet de Pôle emploi, pour votre Alors, question, au sujet de Pôle emploi, oui. sur Pôle emploi, posez-vous simplement la question, est-ce que vous avez un organisme similaire dans les autres pays, et la réponse est non. Et non, Donc, ouais. la possibilité que la France, dans sa grande exception, ait une idée de génie avec Pôle emploi, elle est assez faible. Par ailleurs, il me semble qu'historiquement, la création de Pôle emploi, elle émanait simplement de la volonté de la part de dirigeants politiques de reprendre la main sur une population de fonctionnaires conseils qui n'arrivaient pas à contrôler. On en reparlera peut-être avec la question des retraites. Tout ça a trait en fait à la question de l'efficacité de l'État et la gestion de l'État. Et Emmanuel Macron, il essaye d'injecter quelques couches de pensée managériale, mais ça ne va pas très loin. C'est ce que j'appelle un peu le fake state. C'est une expression qu'on doit à un économiste, M. Farah. Tout ce discours sur l'efficacité de l'État, on va créer des agences, on va regrouper différentes agences, etc. Dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas, sauf à véritablement modifier les mentalités sur le terrain, avoir un nouveau personnel. Et tous les entrepreneurs connaissent ça. Pour revenir aussi sur la question du manque d'emploi sur le terrain, je le confirme, j'ai aussi la chance d'être entrepreneur et des activités dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on a atteint une situation catastrophique où il y a des chantiers qui ne sont pas lancés parce qu'un jour il n'y a pas les matières premières, un jour il n'y a pas les gens aussi, tout simplement. Il n'y a plus les compétences. Donc mettre des gens en apprentissage, c'est bien, mais il faut s'assurer, et on verra que dans plusieurs années, qu'on les envoie vers les bons secteurs où il y a de la demande en termes de là où on les envoie en formation ou en apprentissage. Ouais. Dominique est avec nous, Dominique qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous allez bien Dominique? Très bien. Bon, très bien. Je vous propose de rester encore un petit peu avec nous Dominique, on vous a fait patienter. Je vous propose de nous accorder encore quelques minutes. Voilà, on va revenir avec vous. Dominique, vous allez nous donner votre avis sur cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux en matière d'emploi. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron? Vous votez sur Twitter, sur YouTube, et puis vous faites comme Dominique, à qui je donne la parole dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. On revient dans quelques minutes avec Jérôme Laverny, Sébastien et Céline Verzelletti. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Vous écoutez les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Sébastien Ley qui est avec nous, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More, et puis Céline Verzelletti, dirigeante confédérale CGT. En matière d'emploi, faites-vous confiance à Emmanuel Macron? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, et vous votez sur Twitter, sur YouTube. Vous nous appelez également au 0826 300 300 pour réagir. C'est ce qu'a fait Dominique qui nous appelle de Bordeaux. Voilà, merci pour votre patience Dominique. Je vous donne tout de suite la parole. Le plein emploi, pourquoi pas, vous nous dites, Dominique? Écoutez, moi, je veux bien encore y croire, mais je fais confiance à notre président, bien sûr. Mais je pense que avant de penser au plein emploi, il faudrait peut-être pas griller les étapes, et puis il faudrait commencer par penser à maintenir l'emploi. Ouais. Voilà. On est actuellement avec des milliers de PME et de TPE qui sont sous perfusion. On a un recouvrement de l'URSSAF et du PGE qui va tomber incessamment sous peu, ou quand le ministère de l'économie donnera son feu vert, parce que les URSSAF ne recouvriront uniquement quand Bercy et le président Macron leur demanderont de le faire. Et quid de ces entreprises? Actuellement, c'est le flou artistique. Personne ne sait comment ça va se passer. Personne ne sait s'il y aura encore des aides, s'il y aura des étoilements, si les PGE vont être imposés, reportés, voire effacés. Et c'est un flou artistique pour des milliers et des milliers d'entreprises. Et qui dit milliers et milliers d'entreprises dit milliers d'emplois. Donc allons vers le point d'emploi, tant mieux. Il manquerait plus qu'on dise l'inverse. Ça serait complètement fou. Mais avant tout, allons-y par étapes. Et je crois que les deux premières étapes à faire, c'est d'abord de réconforter ces entreprises qui sont en difficulté, de les consolider au mieux, de les rassurer pour qu'elles continuent à employer et qu'elles puissent ensuite, après, réemployer si elles le peuvent, bien sûr, et rembourser ce qu'elles doivent. Ce qu'on doit, ça c'est normal. Je veux dire, et puis qu'effectivement, on arrive à combler toutes ces offres d'emploi qui sont sans salariés. C'est inadmissible. C'est votre cas, impossible. Dominique, vous êtes entrepreneur? Moi, je suis entrepreneur, effectivement, et je sais que voilà, j'ai encore une dette au niveau des URSSAF. C'est qu'on me demande rien pour l'instant, attention. Mais quand ça va tomber, ça va tomber. Alors, on vous dit, bah oui, il y aura peut-être un étalement sur 2-3 fois, mais 2-3 fois, ça suffit pas pour apurer toutes les dettes des entreprises, Et il n'y a qu'à déjà regarder. Si vous regardez les tribunaux de commerce, l'activité qui reprend les tribunaux de commerce, ça commence à décoller. Quand les URSSAF et tout ça vont recevoir l'ordre, parce qu'attention, c'est pas les URSSAF qui décident toutes seules. Elles reçoivent des instructions de Bercy et du président. Donc là, toute la responsabilité, elle est sur le président par rapport à cette problématique. Mais quand ils vont faire leur travail normalement, parce que ce sont des gens qui font leur boulot, point barre, ça va être catastrophique. Ça va être l'assignation, le redressement, vous n'êtes pas d'accord, la liquidation.
Ouais. Et les entreprises, ça, bien sûr, la liquidation, ça fait un patron qui tombe, mais ça fait combien d'employés derrière? Alors le plein emploi, moi je suis d'accord, on entend, oui, la croissance, mais c'est les unités CAC 40 qui sont en pleine croissance, c'est pas les TPE. Ouais. Occupons-nous d'abord, ce que vous dites, à sauver les emplois qui sont en sursis, et avec tout ce que vous avez dit, donc l'URSSAF qui va arriver, les PGE. Jérôme Laverny, juste après Sébastien Lay, Céline Verzelletti, on a Pierre Olivier qui nous appelle du Gard au 0826 300 300. Oui, Jérôme. Dominique a mille fois raison, il faut déjà se préoccuper de l'existant, de conforter l'existant, plutôt de créer tout un tas de dispositifs et de financement. On en voit encore fleurir pour créer des entreprises, faisons en sorte qu'elles continuent de persévérer. Je file sur le sujet du Pôle emploi. Il ne s'agit pas de casser du sucre sur le Pôle emploi, mais il ne s'agit surtout pas non plus de tomber dans le piège du spectre d'une privatisation quelconque, parce que qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre d'actions sont privatisées effectivement auprès d'associations, auprès de prestataires, ça coûte très cher, c'est complètement improductif. J'en viens à l'autre mesure qui est annoncée, celle du conditionnement du RSA, où un certain nombre de nos confrères ou d'hommes politiques ou autres ont volontairement ou pas volontairement, j'en sais rien, pas compris ce qui était dit, en imaginant qu'il s'agissait de mettre au travail des allocataires. Non, le président a dit 15h à 20h d'activités permettant l'insertion. La ministre du Travail était beaucoup plus claire 2 jours plus tard en disant des ateliers, etc. Et là c'est pareil, c'est vieux comme Hérode. C'est des ateliers qui vont coûter très cher, avec des prestataires où tout le monde va se donner bonne conscience, va envoyer des messages et il va rien se passer derrière, malheureusement. Et c'est pour ça que Madame Verzelletti avait raison en disant que il y a rien de très très nouveau dans cette affaire-là. Continuons encore. Il n'a pas été question les clauses d'insertion, par exemple, continuent d'exister. C'est très bien. On a sorti des marchés publics de clauses d'insertion pour permettre un emploi, mais sur des métiers où il n'y a pas de candidat, pour permettre à des gens qui sont maçons ou plombiers d'avoir du boulot. Mais un maçon plombier, il a aucun intérêt à se mettre sur un contrat d'insertion. Il franchit la porte de la première agence d'intérim de n'importe quelle boîte, il va gagner 3 fois la mise. C'est aberrant. Voilà, il s'agissait déjà, comme l'a dit Dominique, concernant le sort des petites entreprises et leur santé, conforter l'existant, pas de faire de nouveaux établissements comme avec France Travail ou ces espèces de politiques vieilles comme Hérode elle aussi, de je te prends par-ci, j'en mets un petit peu par-là. Non, il faut conforter. On parle beaucoup de la formation, mais on ne dit pas que certains CFA ne sont pas pleins. Les CFA sont impactés aussi par le manque de candidats. Donc le travail d'orientation ne doit pas reposer simplement sur le fait de mettre des conseillers d'orientation en 4e ou en 3e, mais savoir qui sont les conseillers d'orientation, comment ils sont formés, pourquoi ne pas mettre, Jean-Michel Blanquer l'avait évoqué, un module de formation pour les futurs professeurs sur le marché du travail. Il ne s'agit pas de les transformer en consultants recrutement, mais tout de même un certain nombre de bribes d'informations qui peuvent être précieuses. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jérôme Laverny, Céline Verzelletti, finalement, est-ce qu'on fait beaucoup de bruit pour rien, avec France Travail, évidemment, qui va remplacer Pôle emploi, avec ces CFA, il le disait Jérôme, qui sont à moitié vides ou à moitié pleins, avec ces jobs qui ne trouvent pas preneurs. Est-ce qu'il ne va pas dans le mauvais sens, Emmanuel Macron, Céline Verzelletti? De toute manière, Emmanuel Macron, pour l'instant, en tout cas, nous, on ne l'a jamais trop vu aller dans le bon sens, malheureusement. En tout cas, ça, c'est ce que nous pensons et le résultat est quand même là. C'est que malgré tout... Alors après, les chiffres, on leur fait dire un petit peu... Oui, c'est vrai. Moi, je pense quand même qu'on nous explique que souvent, en effet, il y a beaucoup de postes qui ne seraient pas... où il n'y aurait pas de demandeurs, en fait. Alors ça, certainement... c'est vrai. Il y a des secteurs en particulier comme l'hôtellerie, la restauration, par exemple. Oui, mais là, c'est pareil. On l'a vu d'ailleurs encore plus ces derniers temps. Mais on a aussi des explications quand même. Quand vous voyez le niveau de rémunération, justement, par exemple, dans un secteur comme l'hôtellerie, la restauration, qui est très bas. Et d'ailleurs, on a vu, il y a eu des accords, des négociations sur les salaires et où ils ont été obligés, les employeurs, justement, dans ce secteur-là, d'augmenter les rémunérations parce que ça devenait très bas et encore plus avec donc l'inflation, alors que c'est des métiers quand même assez difficiles, qui ont des horaires atypiques, vous travaillez le soir, vous travaillez le week-end, vous n'avez pas les congés, les vacances avec votre famille, donc c'est des contraintes quand même qui sont assez importantes et qui finalement ne sont pas rémunérées non plus comme il le faudrait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de métiers aussi, ou des professions où il faudrait revoir un petit peu les rémunérations, il faudrait revoir aussi les conditions de travail, et je pense que oui, certainement, s'il y a une exigence plus élevée de la part des
des personnes qui rentrent sur le marché du travail, eh bien c'est très bien aussi, hein, parce qu'à un moment donné, si on fait des études, si on suit des formations, eh bien on a bien raison aussi d'espérer avoir et exercer des professions qui soient, comme je le disais, rémunérées de juste manière et qui puissent être exercées dans de bonnes conditions. Et ça, c'est de moins en moins le cas. Donc ça, c'est une chose. Et enfin, je sais pas, moi je le redis, me semble-t-il qu'on est dans un pays qui crée suffisamment de richesses. On devrait aller vers le progrès social. C'est quand même d'aller vers plus de choix de professions qui soient proposées aux jeunes, qui puissent eux en effet se former correctement, suivre des études, parce que là c'est pareil, c'est quand même de plus en plus compliqué pour eux de suivre des études, puisque... Alors attendons d'abord, parce qu'il y a les élections législatives dans un mois et demi, et ce n'est pas dit qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Je trouve la jeunesse a été très mal menée ces derniers temps, ils se retrouvent souvent dans des situations de grande précarité, ils n'ont pas pu trop suivre correctement leurs études d'ailleurs ces derniers temps, et je trouve qu'ils ont été complètement abandonnés, et d'ailleurs je trouve que Emmanuel Macron a rien fait pour la jeunesse en fait. Olivier Dugard est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, il a bondi sur son téléphone. Alors pourquoi? Allez-y, vous avez bien fait. On m'a dit 32 heures, je me suis arrêté de faire ce que je faisais, j'ai pris le téléphone, j'ai dit il faut que je les appelle parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse parler de 32 heures par semaine alors que les retraites, avec 35 heures, elles étaient plombées. À mon avis, la CGT, elle boit devant son nez, elle boit pas plus loin. C'est une catastrophe. Les 35 heures, ça a tué la France, ça a ruiné la France. Les 32 heures, c'est fini. C'est même pas la peine d'y penser. Quand j'entends des âneries pareilles, ça me révolte. Ça me révolte. On peut pas. Moi, j'étais patron, je suis à la retraite maintenant, et quand je vois ce qui se passe, ces âneries qu'on dit, j'ai quelqu'un de la CGT qui m'a dit la semaine dernière, la France est tellement riche qu'on pourrait rester chez nous et payer 1 800 € par mois. Vous vous rendez compte? Et c'est un leader de Beaucaire là, qui me dit ça. Je peux pas entendre des âneries pareilles. Alors. Après, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions parce que Macron, il a les deux pieds qui touchent pas par terre, à mon avis. Je vais lui donner une solution. Il faut contrôler tous les chômeurs. Alors moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai des amis qui partent en Inde, qui partent en Australie, qui sont chômeurs et qui pointent par téléphone. Ouais. Il y en a des milliers. Quand je leur dis, mais ouais, vous êtes 4 ou 5, ils me disent, mais t'es fou. À Melbourne, on est 200, on est tous au chômage. Bah, je dis, c'est pas vrai. Alors, moi, ce sont mes amis à moi. Alors, c'est assez radical votre solution, c'est assez radical, mais c'est vrai que la réforme de l'assurance chômage, si elle est évidemment appliquée, c'est vrai qu'elle va forcer les travailleurs à retrouver un emploi plus vite. Il nous reste 45 secondes, allez, 20 secondes chacun. J'aimerais avoir une conclusion. Jérôme Laverny, très vite, il nous reste très peu de temps. J'aurais pas le temps de parler des salaires, c'est bien dommage. Je voudrais parler des seniors, puisque le thème est assez précieux. Il est question donc de renforcer le dispositif en fin de carrière, sauf que sur l'alternance, je répète ce que j'ai déjà dit à cette antenne, les contrats d'alternance sont aidés jusqu'à 29 ans. Ça condamne les seniors. Ce sont des choses simples et efficaces qu'il faut mettre en place en ayant les pieds sur terre et dans la réalité du terrain. Ce n'est pas le cas du programme. Sébastien, allez, une petite conclusion en 10 secondes. Nous avons beaucoup parlé ce soir de Pôle emploi et de l'ex-ANPE. Je crois qu'il faut abandonner l'idée comme ça d'un État tutélaire qui serait capable par une agence de tirer toutes les ficelles du marché de l'emploi, de faisant de la formation. C'est pas le vrai rôle de l'État. Mes véritables attentes à l'égard de cet État et du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une politique qui élève la croissance et qui permette de créer des emplois, au lieu de faire juste de la gestion technique de l'emploi, ce qui est le seul rôle de Pôle emploi d'ailleurs. Bon, il nous reste à peine 10 secondes. Céline Verzelletti, on reviendra avec vous sur la semaine de 32 heures dans une prochaine émission. Je vous le promets, mais une petite conclusion de 10 secondes. Oui, 10 secondes, mais moi j'attendrai de ce gouvernement qui puisse agir pour qu'il y ait une juste répartition des richesses, parce que je le dis, nous créons des richesses et suite aux 2 années de pandémie, les inégalités sociales, elles ont explosé, les pauvres ils se sont appauvris, les riches se sont enrichis. Alors il faut arrêter toujours de s'attaquer aux plus pauvres, parce que ça c'est véritablement injuste, et vouloir toujours que ceux qui sont privés d'emploi gagnent moins et ceux qui travaillent beaucoup devraient toujours travailler toujours plus en gagnant moins. Ça c'est clair que nous, à la CGT, on n'est pas favorable. Merci Céline Verzelletti, dirigeante confédérale CGT. Merci à Sébastien Lé, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More, et à Jérôme Laverny, mon acolyte, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans un instant, le Loft Musique avec Nelson Montfort. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi.
avec Fiducial Sécurité, l'équipe d'experts de la sécurité privée qui vous propose 500 postes partout en France à découvrir sur jobs.fiducial.fr.